Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis comme à mon habitude avec Charles Gave. Bonjour Charles. Et bonjour. Alors nous allons parler pour commencer d'un sujet un peu triste, à savoir l'Arménie. Oui. Je me demande si son existence elle-même n'est pas finalement en danger maintenant. Puisque alors les séparatistes arméniens donc du Haut-Karabakh ont déposé les armes. Oui. Donc l'Azerbaïdjan ça y est a pris cette petite enclave qui appartenait autrefois à l'Arménie, donc jusqu'à hier. Est-ce pour autant la fin du conflit? On n'en a pas vraiment l'impression. On a l'impression que déjà d'une part les Azéris ont envie eux aussi de reprendre de relier leur territoire à leur enclave aussi qui se situe de l'autre côté du corridor arménien, et on a l'impression que c'est même toute la nation arménienne qui est potentiellement en danger et qui, en plus de ça, n'est aidée absolument par personne, ni par la Russie, qui est souvent un peu le gendarme de cette zone, ni par l'Occident, dont l'Arménie s'est pourtant rapprochée depuis 1 ou 2 ans. Donc c'est la question que je pose. Est-ce que l'existence, pour les prochaines années, de l'Arménie est en question? Ben ça, c'est une bonne question. L'Arménie, historiquement, je crois que c'est sans doute le pays qui a été le premier pays chrétien. Oui, ils ont adopté le christianisme en l'an 301. C'est-à-dire que c'est le premier pays qui a été chrétien. Et c'est une forme de christianisme qui était avant les grands conciles. Donc ils sont très anciens chrétiens. Et bien sûr, ça a son rôle à jouer dans la réflexion parce que c'est des amis, si j'ose dire, de cœur, quoi. Alors quand j'étais enfant, j'ai lu pas mal de livres sur la façon dont ce qu'il faut appeler le génocide arménien avait eu lieu. C'était un livre, je me souviens, je crois que le titre c'était Les 40 jours de Musadak. C'est comment les Arméniens avaient résisté à l'armée turque pendant 40 jours dans un endroit où il n'y avait rien, sur une montagne, enfin bref. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Et ça fait partie de ces sujets qui sont extraordinairement difficiles à traiter parce que vous avez un peuple ancien qui est une religion ancienne, qui est l'objet d'une tentative d'annihilation par des peuples plus récents, plus nombreux, Mais ce qui m'inquiète un peu dans ce que vous venez de dire, c'est que ce sont des Azéris, et il y a toute une partie de l'Iran qui est Azéri. Oui, absolument. Il y a toute une partie de l'Iran qui est Azéri, et l'Iran doit être assez inquiète de ce qui se passe, parce que il y aurait peut-être une tentative ensuite de la part des Azéris de se relier aux Azéris iraniens. Effectivement. Ouais. Et ça, si j'ose dire, ça risque de partir dans une autre direction. Parce que je crois qu'il y a à peu près que la moitié de la population iranienne qui est vraiment perse. Voilà, le reste, c'est des ethnies qui ont été conquises au travers du temps. Et en particulier, une grosse partie des champs de pétrole de l'Arabie Saoudite, ça appartient à une population perse. Donc, il y a des Iraniens qui sont pas en Iran, il y a des Azéris qui sont pas iraniens, mais qui sont en Iran, puis à côté, il y a l'Azéri qui est en train d'essayer de ratatiner les Arméniens. Donc, ça fait paraître les Balkans comme un endroit simple, quoi. Donc, et puis, alors d'habitude, c'était l'ours russe qui mettait sa patte là-dessus et qui faisait tenir ces gens-là à peu près en ordre de marche. Il y a une espèce de relation historique entre les Arméniens et les Russes, puis qu'ils étaient tous les deux chrétiens, sauf pendant la période soviétique, mais enfin. Et donc, mais la Russie, en ce moment, elle a un peu d'autres chats à fouetter, quoi. Oui, c'est ça. Avec l'Ukraine. Je sais pas s'ils veulent ouvrir un deuxième front, mais c'est une sacrée boîte de Pandore, quoi. Ouais. Et c'est un coin, il vaut mieux pas ouvrir les boîtes de Pandore parce qu'on sait pas trop ce qui va en sortir, quoi. Plutôt, on sait trop bien ce qui va en sortir. Donc, ce qui a perdu l'Arménie, là, c'est ce petit territoire qui était en haut, où il y avait, qui était complètement isolé d'ailleurs, donc, qui était pas tenable militairement. Alors, est-ce que les Azéris vont avoir
l'intelligence de s'arrêter à ça. Bon, ils ont repris le Haut-Karabakh, là, c'est ce qu'on peut souhaiter, mais on revient toujours à la même idée qui moi, me tracasse énormément, c'est que on a décidé, quand l'Union soviétique s'est écroulée, que dans le fond, on n'allait pas toucher aux frontières, que les frontières c'était intangible, qu'on allait faire une politique à la Metternich, c'est-à-dire que les frontières, ça bouge pas, point barre. Mais il y a un deuxième problème, c'est que l'article 2, je crois, de la Charte des Nations Unies dit il y a un droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Oui. Ce qui est complètement antinomique avec l'article 1 qui est on touche pas aux frontières, quoi. Je veux dire. Et il y a quand même en Afrique, au Moyen-Orient, toute une série de frontières qui ont été établies, et même là, qui ont été établies par les pouvoirs dominants de l'époque et qui correspondent à aucune réalité tangible, ethnique, historique. On l'a bien vu par exemple avec l'affaire du Kosovo. C'est un nouveau foyer de troubles qui s'ouvre et on avait besoin de ça comme d'un trou dans la tête, quoi. C'est à peu près ce que maintenant on peut pas laisser les Arméniens sans les aider. Donc si les Azéris vont trop loin, il va falloir que quelqu'un intervienne, mais ça peut être que la Russie. Ouais. Oui, c'est un petit peu l'impression qu'on a, c'est-à-dire que en plus de ça, on est tous un petit peu dans un problème qui est lié et aussi au conflit ukrainien, c'est que évidemment l'Union européenne a les sanctions sur la Russie. Et par conséquent, on compte énormément sur le gaz de l'Azerbaïdjan pour être approvisionné. Il y a encore quelques mois, comment elle s'appelle, Ursula von der Leyen avait annoncé qu'on allait encore doubler les importations de gaz. D'ailleurs, elle y était allée, je crois, plus ou moins. Oui, elle y était allée, tout à fait, il y a quelques mois. Donc, on voit bien que on préfère l'Azerbaïdjan pour des intérêts, quoi. Pour des intérêts. Donc, alors si l'Allemagne accepte le gaz azerbaïdjanais, alors même que les Azerbaïdjanais font aux Arméniens ce que les Russes ont fait aux Ukrainiens, ça devient... Il faut être un esprit jésuite particulièrement organisé pour défendre les choses, quoi. C'est sûr que ça manque un petit peu de cohérence, c'est-à-dire que le problème n'est pas tellement l'invasion, le problème c'est soit qui on envahit ou alors qui envahit. Et si on lui achète beaucoup de gaz ou de pétrole ou... Effectivement. Ouais. Tout ça devient de la réelle politique la plus crasseuse possible. Ouais. Et la Russie est dans le même problème, puisque la Russie, elle aussi, fait énormément de commerce avec l'Azerbaïdjan. Et c'est sûr que l'Arménie, c'est le genre de pays qu'on aime beaucoup, parce que malheureusement, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de pétrole, pas de gaz. C'est on peut estimer que c'est une sorte d'extension de la civilisation européenne, chrétienne, etc. Comme la Géorgie un peu. Et voilà, exactement. Et donc, c'est le genre de pays qu'on aime bien, mais c'est vrai que on n'a pas toujours intérêt à le protéger parce que ils ont pas grand chose à nous vendre ou à nous acheter. Donc effectivement, quand on prend en considération l'énergie, l'économie, etc., c'est sûr que c'est beaucoup plus simple de ce point de vue-là d'être allié avec, ou au moins d'être en bon terme avec l'Azerbaïdjan plutôt qu'avec l'Arménie, quoi. Voilà, et donc je crains beaucoup qu'on fasse des déclarations solennelles en disant que c'est inadmissible. Ouais. Et puis que rien ne s'en suive, quoi. Ce qui fut le cas jusque-là, en fait. Je sais plus quel était le ministre quand l'Union soviétique avait envahi la Tchécoslovaquie ou quelque chose comme ça. C'était il y a longtemps. Il y avait un ministre des Affaires étrangères français qui avait dit bien entendu, nous ne ferons rien. Au moins, il avait le courage de le dire, de l'admettre. De le disait. Donc voilà, c'est là où la diplomatie se heurte aux bonnes intentions, quoi. Tout le monde a des bonnes intentions et puis de temps en temps, la réalité fait face.
je crains pour les Arméniens. Moi aussi, je crains pour eux. Je pense qu'on est nombreux à le faire. Donc, on est nombreux à leur... Surtout qu'ils avaient un État qui était très grand, puis ils ont été rétrécis à un État de plus en plus petit. Ouais. Donc, il est de plus en plus difficile à défendre militairement parce qu'il est petit. Enfin, bref. Et en plus de ça, on a vraiment l'impression que l'Azerbaïdjan est tout à fait disposé à prendre son temps. Ils sont pas particulièrement pressés et c'est sûr que eux leur puissance, leur PIB, tout ça grandit bien plus vite que celui de l'Arménie, donc leur potentiel pour avoir une armée importante. Si les Russes vont pas au secours des Arméniens, je crois que... Ah bah oui, mais là ça semble pas être la dynamique qu'on semble observer. Et effectivement, vous l'avez souligné, le seul allié un peu dans la zone que peut avoir l'Arménie, c'est l'Iran, précisément à cause du nombre d'Azéris qu'il y a dans toute la partie nord de l'Iran. Ils peuvent avoir peur effectivement avec cette montée en puissance de l'Azerbaïdjan qu'il y ait des volontés séparatistes qui veuillent rejoindre l'Azerbaïdjan. Je suis pas sûr, mais je crois bien que les Azéris sont des Turcs. Alors, ils ont beaucoup de parenté, il me semble, aussi avec les Turcs. Je crois que c'est une tribu turque. Ouais, mais en tout cas, ils s'entendent très bien. Ils s'entendent très bien. Et donc, si vous voulez, pour les Turcs, c'est ce que disait Solzhenitsyn il y a très longtemps, quand on lui demandait où aurait lieu la prochaine guerre, il disait à la frontière entre la Turquie et la Chine. Parce que la quasi-totalité des tribus qui sont au nord de l'Himalaya sont des tribus turques et ou mongoles, ce qui est à peu près pareil. Oui, c'est turco-mongol, oui, effectivement. Ils tournent à gauche, ils sont turcs, ils tournent à droite, ils sont mongols, quoi. Donc, et donc, l'un des rêves cachés d'Erdogan, c'est peut-être de recréer une Turquie qui aille jusqu'à la frontière de la Chine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans les Chinois une paire bleue, d'ailleurs. Et donc, si il y avait les tribus turques en Iran, qui se mettaient d'accord avec les tribus turques en Azerbaïdjan, et puis bon, l'Arménie passerait au perte et profit, ça boufferait une deuxième grande nation turque, et l'importance géopolitique de la Turquie augmenterait d'autant, quoi. Et puis ça lui donnerait des réserves d'hydrocarbures. Oui, ça c'est sûr, ce serait énorme. Et effectivement, il y a toutes ces nations qui sont, je pense notamment à celles qui sont au sud du Kazakhstan, donc tout ce qui est Turkménistan, Kirghizistan, enfin voilà, c'est des pays effectivement qui sont parfois des. Je crois qu'ils parlent des langues similaires, c'est-à-dire qu'ils se comprennent en plus quand ils parlent. Oui, alors ça c'est possible. Je suis pas du tout spécialiste. On va sûrement se faire contredire, mais je crois. Donc, si vous voulez, il y a une espèce d'ethnie turque qui est arrivée d'Asie centrale il y a très longtemps pour conquérir l'Asie mineure, mais ils ont des cousins partout, quoi. Oui, en tout cas, oui, c'est ça. On a un peu l'impression qu'il y a une sorte de parenté et que ils sont très contents, la Turquie, que l'Azerbaïdjan soit un pays qui soit en pleine expansion de puissance, qui malgré ses faits d'armes contre l'Arménie a quand même des relations très cordiales avec l'Occident d'un côté, avec avec les BRICS de l'autre. Donc oui, l'Azerbaïdjan est vraiment dans une très très bonne situation. En fait, il y a trois personnes qui vont arbitrer ça, c'est la Russie, la Turquie, et les Chinois, ils doivent pas être très gais. Oui, en plus de ça, ils aiment pas trop non plus arbitrer ce qui se passe. Non, mais là, quand ça commence à barder sur moi, j'avais été un jour, vous savez, dans les populations chinoises qui sont, enfin, il y avait que des Turcs, mais en fait, ça appartient à la Chine, quoi. Et il y avait tous les Chinois qui étaient là, qui vivaient à l'heure de Pékin, et toutes les populations locales qui vivaient à l'heure du soleil. Donc, c'était un peu bizarre comme sensation, quoi. Vous aviez vraiment deux populations qui se mélangeaient absolument pas. Ah oui, c'est étrange, ouais. C'est assez étrange. C'est à Samarcande, je crois. Voilà, d'accord. C'était à Samarcande, je crois. Je crois bien, je me souviens plus, j'y étais allé. C'était bizarre, quoi. Ah oui. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est quelque chose qui est sorti de l'histoire pendant toutes les années de l'Union soviétique, parce que, s'ils bougeaient, on s'en débarrassait, quoi. Mais qui est en train de revenir dans l'histoire, et je sais pas s'il y a un grand nombre de spécialistes qui comprennent quelque chose là-dedans, quoi. Oui, puis comment dire, on ne peut pas figer
les frontières pour l'éternité. Les frontières ont toujours un peu bougé. Alors pour des raisons qui sont parfois discutables, c'est vrai, on peut essayer de les arbitrer dans le présent, sauf que parfois c'est compliqué à arbitrer, voire impossible. On ne peut pas non plus intervenir. Surtout quand vous avez un principe comme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, alors moi, je suis très loin d'être un spécialiste du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Maintenant, c'est vrai que c'est possible que les populations locales du Haut-Karabakh soient beaucoup plus enclines à faire partie de l'Azerbaïdjan. C'est pas ce qui semblait être le cas il y a quelques années, mais peut-être que ça a beaucoup évolué. C'est tout petit, donc si vous voulez, c'était indéfendable. C'était tout petit, c'était à l'extérieur, c'était on pouvait pas y avoir accès. Enfin, vraiment, c'était une sorte de fou, quoi. Ouais. Donc, oui, ça va être. On avait besoin de ça encore une fois comme un trou dans la tête, mais enfin, faut faire avec. Mais c'est pas. Faut faire face. Ouais. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un nouveau. Il y avait de vieilles bagarres entre les Arméniens et les Turcs, ça remonte à. Mais est-ce que c'est une continuation de la bagarre entre les Arméniens et les Turcs qui aurait un deuxième nom qui s'appellerait les Azéris, quoi, c'est ça, là. Ouais. Est-ce que c'est un conflit pour être clair, entre les musulmans et les chrétiens? Alors là, effectivement, il y a de ça. Ouais. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est ça la vraie question? Je sais pas. Mais quand on voit comment les chrétiens ont été traités, je sais pas, en Irak ou en Syrie, ça a été pendant longtemps, mais les minorités qui n'étaient pas musulmanes dans le monde du Moyen-Orient, et je sais pas en ce qui concerne le monde qui était au nord de l'Himalaya, mais est-ce que c'est ce vieux conflit qui remonte à la surface? Je sais pas. Je ne sais pas non plus. En tout cas, on avait vu les images il y a 3-4 ans, je dirais il y a 3 ans, quand il y avait déjà eu quand même ce conflit-là au Karabakh, que certaines troupes azéries étaient très très rapides pour ce qui était de détruire des églises. Ça traînait pas. Donc c'est sûr qu'il y a un fond de ça. Évidemment, c'est de la géopolitique, mais c'est aussi, je pense qu'il y a aussi un conflit de religion, un conflit de civilisation qui se rajoute par-dessus. Et aujourd'hui, l'Europe est pas du tout disposée, en tout cas actuellement, à protéger sa civilisation. Donc là, non, puisque c'est maintenant la quasi-totalité des gens au pouvoir ne se reconnaissent plus en Europe comme chrétiens, puisqu'ils sont laïcs. Donc autrefois, on volait au secours de nos frères chrétiens, mais aujourd'hui, c'est pas des frères laïcs, si j'ose dire. Donc là, on n'y est pas du tout. Donc, évidemment, on adresse toutes nos condoléances aux Arméniens qui sont des amis de toujours, mais malheureusement, je pense qu'il vaut mieux pas s'attendre à grand chose et vaut mieux barricader ce qui reste parce que ça risque de pas en rester là. D'autant plus si l'Azerbaïdjan n'a pas de signaux rouges qui viennent ni de l'ONU, ni de l'Union européenne, ni des États-Unis, ni de la Russie. Quelque part, c'est presque un encouragement, quoi. C'est vraiment, tu peux continuer, on verra où ça s'arrête, quoi. Donc, ce qui n'était pas du tout le cas, évidemment, vis-à-vis de l'intervention en Ukraine, des troupes russes. Sujet suivant, sans transition, la vente à perte. La vente à perte, ça, on va peut-être encore nous dire que c'est la faute du libéralisme, c'est possible. Oui, je veux dire un truc, c'est qu'un bon libéral ne vend jamais à perte, parce qu'il assure sa perte. Ouais, Ce que je veux dire par là, c'est que s'il va à perte, il va se retrouver assez rapidement sans business. Ah bah oui. Donc, si vous voulez, s'il y a un truc dont on peut dire que ça n'est pas libéral, c'est la vente à perte. Ah oui, je pense que c'est même l'inverse, oui. C'est même l'inverse. Alors, un type en position dominante peut essayer de vendre à perte pendant quelque temps pour foutre en l'air ses concurrents. Ça peut arriver. Il faut avoir des bonnes réserves, quoi. D'abord, il faut avoir des bonnes réserves. Et ensuite, en principe, dans une démocratie qui fonctionne, le service de protection contre les monopoles se met en route et empêche le gars de foutre en l'air les choses comme ça, quoi. Mais en principe, la vente à perte, ça n'est pas libéral. En principe, ouais.
Mais enfin, j'imagine que tout le monde va dire que c'est encore un coup du néolibéralisme, je sais pas quoi encore. Enfin bref, donc face à l'inflation, le gouvernement préfère bloquer les prix de l'essence, quitte à ce que les distributeurs vendent à perte, plutôt que de baisser quand même les taxes qui sont dessus, qui sont quand même assez énormes. Je pense notamment à la TVA sur ces produits. D'ailleurs, le Rassemblement national demande au gouvernement de baisser la TVA sur le fuel, sur les carburants, sur l'électricité et le gaz. Est-ce que cette mesure présentée par le RN vous semble justifiée ? Alors, je vais reprendre la fameuse formule de Milton Friedman. On va boire un coup. Milton Friedman disait « Je n'ai jamais rencontré une baisse des impôts que je n'aimais pas ». Donc, si par hasard, le gouvernement de fou qu'on a commence à baisser les impôts, ça peut pas ne pas être une bonne nouvelle, quoi. Ouais. Mais si vous commencez à baisser les impôts et que ça devient populaire, qu'est-ce que vont devenir tous nos administrateurs, toutes les hautes autorités, tous les grands conseils, tous les grands conseils, etc., qui sont chargés de surveiller la marche de la fonction publique et où on met les gars pour qu'ils aient 3 ou 4 salaires, parce que comme ça, ils peuvent dire qu'ils ont des petits salaires. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la baisse des impôts partirait d'un principe assez fondamental, que les impôts sont trop élevés. Non mais vous vous rendez compte de ce que je viens de dire là ? Si les impôts sont trop élevés, il serait peut-être bon de continuer à baisser les impôts, mais si on continue à baisser les impôts, à un moment, on va plus avoir de quoi payer les gens qui cherchent à nous empêcher de travailler toute la journée, quoi. Donc, donc vous vous engagez sur la pente glissante du libéralisme, dont tout le monde sait que c'est le principal danger, que c'est eux qui ont fait mis les gens dans des camps de concentration. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne en tant qu'observateur de la vie intellectuelle et politique, je suis depuis longtemps, c'est quel est le vrai problème de la science politique ? Il n'y en a qu'un. C'est une fois que vous avez donné le pouvoir, la violence légitime à une institution qui s'appelle l'État, dès que vous lui avez donné ce pouvoir, la question c'est comment je vais empêcher ce monstre que j'ai créé de me martyriser moi ? Ouais. Donc le seul problème de la science politique, c'est une fois que vous avez créé un État, comment vous l'empêchez de martyriser ses propres citoyens, quoi. C'est comment contenir l'État, quoi. Comment empêcher l'État de devenir criminel, quoi. Tous les crimes du XXe siècle ont été faits par des États. Aucun d'entre eux ne se disait libéral d'ailleurs. Les seuls qui n'ont pas fait et au 19e aussi, puisque c'est les États libéraux qui ont empêché l'esclavage, enfin qui ont interdit l'esclavage. Donc ce que j'essaye de dire, si vous voulez, c'est que on arrive maintenant à un moment de vérité où l'État, un peu partout, on se rend compte qu'il est prédateur. On le voit avec les impôts qu'il prend partout, c'est la première partie de la question. Et le deuxième, c'est qu'on commence à avoir des États qui redeviennent criminels. Et quelle est la seule solution qu'on ait trouvée historiquement ? C'est le libéralisme et l'application du droit commun à l'État. Donc, il n'y a pas de protection contre l'État en dehors du droit. Mais quand vous avez dit ça, si vous voulez, vous avez tout le monde contre vous, parce que tout le monde veut capturer l'État pour pouvoir martyriser les autres. Moi, je cherche à part calculer. Moi, si j'étais dans l'État, si vous voulez, comme disait Bastiat, on lui demandait qu'est-ce que vous feriez si vous étiez ministre du Commerce et de l'Industrie. Il dit, j'abolirais tous les trucs qui empêchent le commerce et l'industrie, toutes les réglementations, toutes les administrations qui s'occupent de ça. Et puis ensuite, je donnerais ma démission une fois que j'aurais tout aboli, parce que j'aurais plus rien à faire. Oui. Après ça, ils se débrouillent tout seuls, les mecs. Oui, c'est ça. Hein, quelque part, un bon ministre de l'économie dans un système libéral, il fait rien, quoi. Il a pas de boulot. Il s'occupe de rien. C'est une autre histoire. Moi, j'ai un frère qui vit en Suède. Il y a quelques années, il y avait eu des tentatives pour rapprocher Renault et Volvo. Donc il y avait le ministre de l'Industrie, qui se trouvait être un de mes amis d'ailleurs à l'époque, français, qui était allé voir le ministre des Affaires suédois, industriel, pour discuter avec lui du rapprochement. Et le Suédois lui avait dit, mais alors moi, j'ai strictement rien à vous dire, parce que c'est une affaire des actionnaires de Volvo. Alors là, moi, j'ai aucune idée, ça me regarde pas, c'est pas mon business, si vous voulez qu'ils se rapprochent. Ouais. Donc, vous aviez le type
Français qui arrivait avec un plan industriel, etc. Et l'autre qui disait, mais alors, vous savez, moi, je sais même pas comment marche une voiture, alors je vais pas. Oui, il y a un présupposé français qui veut que si jamais des grosses marques veulent faire des trucs ensemble, l'État doit intervenir pour essayer de faire en sorte pour faire un truc, de faire un champion français ou je sais pas trop quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se retrouve avec 9% de production industrielle, alors que les Suédois sont encore à 25%. Oui. C'est qu'à force d'avoir des gars qui s'occupent de l'industrie, ben, il y en a plus, quoi. Donc, si vous voulez, vous avez ce vrai problème, c'est... Vous avez cet État, oui, il faut baisser les impôts, ce qui implique qu'il faut faire baisser le poids de l'État, ce qui implique qu'il faut ramener l'État dans ses fonctions régaliennes, ce qui implique qu'il faut le sortir de tous les endroits où il a rien à foutre, comme la gestion des hôpitaux, par exemple. Qu'est-ce qu'il a à foutre avec la gestion des hôpitaux? Rien à voir. Et ainsi de suite, quoi. Donc, quand vous vous engagez sur la pente glissante de exactement pourquoi l'État fait ça, vous arrivez à la conclusion que l'État doit faire que les seuls endroits des choses dans lesquelles il n'y a pas de possibilité que le marché le fasse. C'est-à-dire le secteur régalien. Puis le reste, vous vous dites, ben, je suis pas certain qu'il le fait si bien que ça, quoi. Ouais. Donc on est en train d'arriver à un moment où les gens disent il faut baisser les impôts. Oui, mais si vous baissez les impôts, ça veut dire que vous baissez le poids de l'État. Ouais. Ah bah ça, bien sûr. Parce que par exemple, l'État, cette année d'ailleurs, c'était aussi un truc avancé par Marine Le Pen et je trouvais que c'était plutôt juste. Avec l'inflation et donc la TVA sur tout un tas de produits, l'État a récolté un surplus de 10,7 milliards. Oui, sur la TVA. Les recettes fiscales ont augmenté de 7% d'une année sur l'autre. Voilà. Alors que le revenu moyen des Français est baissé. Voilà. Non, mais le revenu de l'État, lui, a monté de 7%. Et il y a eu une croissance de 2% seulement. Donc, par rapport à cette augmentation pour les recettes de l'État, il y a bien un truc qui est pas logique. Donc, elle dit, l'État pille les Français. Alors, je me suis dit, venant de Marine Le Pen, ça m'a un peu surpris, mais j'ai trouvé la phrase très juste. Et donc, il y avait 10,7 milliards d'euros de surplus imputable à l'inflation directement. Alors, certes, la moitié environ est redirigée vers les organismes de sécurité sociale et vers les collectivités locales. C'est d'ailleurs l'argument que Libération utilise pour justifier toujours l'existence de la TVA. Mais moi, j'aurais tendance à préférer que les Français gardent leur argent plutôt qu'on le transfère à la Sécu, aux collectivités. Enfin, je veux dire, il y a forcément une part qui est largement perdue et pas pour tout le monde. Et pas pour tout le monde. Mais pas pour tout le monde. C'est ça le vrai problème, si vous voulez. C'est que redonner aux collectivités locales, très bien, mais on leur a enlevé plein de pognon aux collectivités locales en supprimant, c'était quoi, la taxe d'habitation, je sais plus quoi. Ouais. On a supprimé la taxe d'habitation et donc d'un seul coup, maintenant, les collectivités sont obligées d'aller mendier à l'État puisque c'était la principale source de revenus. Donc une fois de plus, le gouvernement a pris des mesures pour que les collectivités locales aient besoin du financement par l'État. À la place d'essayer de les se faire financer localement et qu'elles demandent rien et qu'elles deviennent autonomes, on serre le garrot de plus en plus. Ouais. C'est donc toujours la même chose. Donc, je reviens toujours à la même idée, c'est que pour que notre pays se sorte du trou, il faut que le fonctionnaire devienne inéligible. C'est-à-dire qu'il peut se présenter, mais s'il est élu, il ne retournera jamais dans la fonction publique. Ouais. Parce que sinon, le fonctionnaire prendra toujours des mesures favorables à la fonction publique, quand il sera dans le politique. Donc on a un problème, c'est que la France est gérée aujourd'hui par des fonctionnaires, au profit des fonctionnaires, et que c'est dans le fond, on est en train de se rendre compte qu'au profit des fonctionnaires, ça veut dire au détriment des populations qui travaillent. Oui, c'est pareil pour l'administration. Voilà, partout. Donc effectivement, c'est pour ça aussi qu'il y a aussi on en parlait justement il y a 2 semaines, la popularité de Javier Milei. C'est justement un gars qui dit l'inverse, qui est l'inverse d'un administrateur, qui dit l'administration faut la réduire à peau de chagrin, à ce qui est purement nécessaire, purement régalien, et tout le reste c'est pas à l'État de le régler. En fait c'est aux entreprises, aux particuliers. Enfin, je veux dire, c'est à la société de s'organiser par elle-même, parce qu'on présuppose qu'il y a une sorte d'intelligence collective. Avoir l'État. Mais l'intelligence collective, c'est assez simple. C'est il faut vous donner un mauvais service. Par exemple, dans l'éducation, si les écoles sont en concurrence parce que vous avez donné un ticket d'école à chacun des enfants que vous avez, il a un ticket qui présente à l'école de son choix. Donc les bonnes écoles reçoivent plein de tickets, elles se développent. Les mauvaises écoles font faillite et ferment. Mais ça, c'est un système concurrentiel. Ouais. C'est-à-dire que il faut monter une société où, dans le fond, quelque chose comme l'éducation, il faut que tout le monde ait une bonne éducation. Il faut que cette éducation soit payée par les impôts. Mais il n'y a aucune raison que ça soit délivré par des fonctionnaires.
voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le financement de l'école, peut-être les programmes peuvent être déterminés au niveau national, mais l'exécution de l'œuvre, du travail, il n'est pas certain que le faire exécuter par des gens qui sont peut-être pas vraiment intéressés par leur métier, mais qui sont allés parce qu'ils avaient la sécurité de l'emploi, 3 mois de vacances, j'en sais rien. Donc, vous voulez réintroduire de la concurrence sans réintroduire l'argent. C'est ça tout le paradoxe. Ouais. Oui, c'est vrai que effectivement la dérive possible par exemple de l'éducation, si on la met purement dans un marché capitalistique, effectivement après on a purement un système d'écoles privées où en fait juste les petits pauvres se retrouvent dans des écoles nulles avec les pires profs, et ensuite les c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, tout à fait. C'est ce qui se passe aujourd'hui, tandis que si les parents pouvaient donner le ticket à l'école de leur choix, et ce qui est amusant, on l'a très bien vu en Suède, c'est que donc les bonnes écoles, et les tickets sont donnés par les municipalités, justement. D'accord. Qui, elles, sont capables de vérifier si l'école est de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Donc, c'est donné par ça. Et alors, ce qui est amusant, ce qui se passe, c'est que s'il y a une bonne école qui commence à monter, l'immobilier monte beaucoup autour. Et donc, la municipalité est très contente. Ouais. Parce que du coup, comme toutes ces recettes viennent de taxes sur l'immobilier, donc vous avez des liens comme ça qui se créent, qui sont vertueux. Ouais. Donc c'est pas du tout l'intérêt effectivement de regardez par exemple dans le 16e où j'habite là-bas à Paris là, du côté de Passy par là, vous avez au moins 4 ou 5 très très bonnes écoles qui sont dans un rayon de 500 mètres où je vis. L'immobilier est hors de prix. Ah bah oui. C'est sûr. Et puis effectivement c'est un quartier qui est très familial, donc et puis les familles sont là aussi. Et donc oui effectivement il y a vous avez Franklin, vous avez Saint-Jean, il y a Saint-Jean, il y a la Tour, il y a la Providence, il y a le grand lycée qui s'appelle, je sais plus comment c'est, lui qui est là sur la route de la Pompe là, l'immense lycée qui est là. Oui, Gerson. Vous avez Gerson. Oui, et Janson de Sailly à côté. Ouais. Et Janson de Sailly, vous avez quand même 6 ou 7 écoles qui sont incroyables. Ouais. Et alors que je crois que dans le 19e, il n'y a pas un lycée ou un truc comme ça, quoi. Oui, où il y a des lycées parfois aussi expérimentaux. On va essayer de mettre en place des nouveaux systèmes éducatifs où les élèves ont beaucoup plus la parole, etc. Ils ont beaucoup plus ils ont rien à dire, et puis après on a 10% de réussite au bac, enfin des trucs comme ça. Prétendre que les élèves savent quelque chose, moi écoutez, j'étais un cancre. C'est présupposer que l'éducation ne sert à rien du coup. C'est présupposer que l'éducation ne sert à rien. Non mais moi j'étais un cancre si vous voulez, mais j'avais beaucoup d'admiration pour mes professeurs qui étaient compétents. Oui. Mais c'est vrai en plus, je rigole pas. Oui. J'avais des types qui étaient vraiment bien, mais je comprenais pas tout parce que j'étais pas vraiment tout seul dans ma tête, mais j'étais content d'avoir des bons professeurs. Ouais. Oui, même moi aussi en terminale, j'ai eu une année un petit peu compliquée, mais c'est vrai que je m'entendais bien avec les profs parce que j'avais quand même un certain respect pour eux, et puis je faisais quelques blagues. Voilà, et les professeurs savent très bien. Moi, je vous le dis, j'ai été un cancre considérable. Je crois que c'était en seconde. Ma mère se faisait un souci terrible. La pauvre mère, elles se font toujours un souci terrible pour leurs enfants qui sont pas très doués en classe. C'est normal, c'est le rôle des mères. Hein. Et il avait dit, vous faites pas de soucis pour lui, c'est le plus intelligent de la classe. J'étais le dernier, donc je me dis que ça doit être les autres. On craint pour le premier, alors. On craint pour le premier, moi j'étais là. Et je me souviens aussi très bien une fois, c'était en histoire, j'avais été 3e sur une classe de 30. Et donc, 3e classe de 30, j'étais très satisfait. Et puis il y avait la meilleure élève de la classe qui avait été 3e ex aequo avec moi. Et elle pleurait comme un veau parce qu'elle était que 3e. Je m'étais dit, il y a un problème de relativisme là. Ouais, ça c'est souvent on connaît ceux qui disent qu'ils ont tout raté et au final ils ont 17 et on se contente d'un 12. Et on est content de son 12. On est content de son 12. Déjà c'est au-dessus de la moyenne, voilà. Si on a au-dessus d'habitude, si on a 7 ou 8 et qu'on a un 12, on se dit Moi j'avais un de mes copains qui faisait normal sup en latin comme ça. Je vous raconte des blagues mais c'est vrai. C'était il y a longtemps, et il avait reçu sa 2e copie. Je crois qu'il était à -10 comme note, donc parce qu'il y avait le truc, c'était en progrès. Moi aussi, c'était particulier. C'était en terminale aussi. Les maths, c'était un peu compliqué avec ma prof. Et alors, j'avais souvent, on avait souvent des devoirs sur table le samedi matin, des trucs de 4 heures. Bon, ça faisait pas plaisir parce que déjà, ça rognait sur le week-end. Et puis, du coup, non seulement vous levez tôt un samedi matin, mais du coup, fallait aussi pas mal travailler le vendredi soir, quoi. Donc, c'était vraiment la double peine. Pendant les 2 premiers trimestres, à peu près, je devais avoir 6,5 moyenne. Et
Et puis après, au 3e trimestre, j'avais plutôt 5,5, 6, quelque chose comme ça avait encore un peu baissé. Mais la prof m'a dit que j'avais quand même beaucoup progressé et que c'est beaucoup mieux. Voilà. Zéro en progrès. Je comprenais pas, mais bon, au bout d'un moment, je prenais un peu de recul par rapport à ça. Je me disais, bon, si elle me dit que ça va, c'est que ça va. Voilà. Et au final, j'ai eu 16 en maths au bac, en terminale S. Donc voilà, ça allait. Bon, rien à voir, mais Jacques Attali a dit un truc intéressant. Figurez-vous. Oui, alors c'est quand même assez. Dit ça pour me faire pour m'énerver, ça. Non, alors c'est pas possible. J'ai eu peur de potentiellement vous provoquer une crise cardiaque, parce qu'en fait, si on isole les propos. Je vais vous dire les propos. Si je vous avais pas dit que c'était Jacques Attali, vous auriez pensé peut-être que c'était, je sais pas, Philippe de Villiers ou je sais pas qui encore. La phrase: dans l'idéologie européenne depuis 1958, on a tout fait pour détruire les frontières internes, mais aussi externes. Et aujourd'hui, nous sommes une passoire. C'est ce qu'a dit Jacques Attali hier soir dans l'émission C'est ce soir. On va vers un gouvernement mondial, d'après lui. Mais justement, c'est complètement dingue parce que... Il peut pas y avoir un gouvernement mondial s'il y a des frontières. C'est idiot, ce garçon. Alors, et forcément, c'est, comme il a dit un truc bien, c'est forcément incohérent avec tout ce qu'il a dit avant, puisqu'on peut pas... Vous savez, avec Jacques Attali, vous pouvez faire un truc remarquable. Vous pouvez prendre... ça avait été fait d'ailleurs par quelqu'un que je connaissais. Il avait mis sur YouTube les descriptions, une déclaration de Jacques Attali sur le déficit budgétaire qui était très bon. Puis ensuite, 4 ou 5 ans après, quand on avait un désastre, il avait mis une déclaration en disant que le déficit budgétaire était très mauvais. Donc vous pouvez prendre Jacques Attali, et il a dit tout. Et son contraire. Et son contraire. Donc, à n'importe quel moment, j'ai eu un débat un jour avec Jacques Attali au Portugal, c'était il y a longtemps. Et il avait moi j'avais fait mon truc pour dire que l'euro était une grosse ânnerie, que ça marchait pas, alors que c'était un des gros supporters de l'euro. Tout à fait. Et il avait commencé son discours en disant: je suis d'accord avec tout ce que avait dit avec tout ce qu'a dit Charles. Et je lui avais dit: mais vous pouvez pas être d'accord avec moi, vous m'insultez. Comment vous pouvez dire? Donc c'est de la vieille rhétorique, vous savez. Je suis d'accord avec lui, mais il comprend pas bien tout. Ouais. Et c'est lui qui comprenait rien. Mais qu'il ait l'audace dans un débat avec moi de dire: je suis d'accord avec ce que vient de dire Charles. D'abord, on n'a pas levé les cochons ensemble, il n'a pas à m'appeler Charles. Et puis ensuite, c'était clairement pas possible. Donc, il prend les gens pour des cons. Ouais. Bah là, je sais pas s'il prend les gens pour des cons, ou alors peut-être qu'il a un phénomène inverse de la sénilité. Peut-être avec l'âge, il devient intelligent. Ou peut-être il devient sénile, mais du coup, avec lui, ça s'inverse. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était une phrase assez intéressante de sa part. En plus de ça, il était face à Nathalie Loiseau, qui est donc députée européenne macroniste, et qui avant ça était ministre déléguée de l'Europe, je sais pas quoi, juste avant, jusqu'en 2019, entre 2017 et 2019. Et qui donc est une pure macroniste et qui ne fait que exécuter juste la pseudo-idéologie d'Emmanuel Macron, quoi. Et Emmanuel Macron étant lui-même un avatar politicien de toute l'idéologie de Jacques Attali. Mais c'est même Attali qui avait mis Macron comme le président, du truc qui était censé faire des réformes sous Sarkozy. Comment ça s'appelait ce machin, cette espèce de bidule? Oui, je sais plus comment ça s'appelait, mais effectivement, donc, oui, tout à fait. Macron est une créature d'Attali, quoi. Oui, absolument. C'est le gars, si vous voulez, qui vous emmène dans un désastre et qui, une fois que le désastre est consommé, dit moi, j'y suis pour rien, j'ai jamais proposé ça. Il y a un peu de ça, il y a quand même le mec, c'est pas de ma faute, quoi. Mais si c'est de sa faute, c'est de ta faute, mon grand. Si la France est dans la merde dans laquelle on est, c'est en grande partie de la faute d'Attali. Oui, effectivement. Et donc, il peut pas dire maintenant, c'est pas de ma faute. Si c'est de sa faute, et normalement, dans un pays normal, il devrait être jugé. Peut-être, il y a peut-être des fondements légaux pour le juger. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est en contradiction totale avec ce qu'il a défendu pendant quand même des années, c'est-à-dire l'idée de l'homme nomade, d'aller vers une population mondiale qui ira ensuite vers un gouvernement mondial. Enfin, je veux dire, c'est antithétique avec l'idée que l'Europe doit se protéger. Alors, soit qu'on doit protéger les frontières internes, soit qu'on doit protéger les frontières externes. Je sais pas si l'Europe doit se protéger, mais en tout cas, il faut qu'on ait une politique de l'immigration qui soit rationnelle. C'est ce que demandait Lull. Il disait, par exemple, il y a des gens qu'on peut laisser rentrer sans aucun danger,
Il y a des gens qu'on peut pas laisser rentrer. Donc, ça suppose de faire une différence entre les différents immigrés. Ah bah bien sûr. Ça aussi, oui, il y en a beaucoup qui veulent pas faire la différence et qui pensent que c'est tous des réfugiés de guerre, qu'ils ont tous... C'est tout pareil, que les hommes sont interchangeables. Ouais. Bah, le dernier livre, le dernier papier qu'a écrit Ellul, c'était justement sur l'immigration, etc. Les gens voient les gens le lire, mais c'est tout à fait étonnant parce qu'il dit, et pourtant c'était un homme autant de gauche qu'on pouvait l'être. Hein. Donc encore une fois, si vous voulez, c'est quelqu'un qui c'est exactement comme la ligne Maginot. J'imagine que M. Attali aurait été un chaud partisan de la ligne Maginot s'il avait vécu quelques années avant. Et vous faites la ligne Maginot et vous avez un désastre. Et ensuite, vous dites, moi, j'ai jamais recommandé la ligne Maginot. Si. Donc, c'est extraordinaire. Vous défendez des idées, quand elles ont été appliquées et qu'elles n'ont pas marché, vous vous en lavez les mains. Si vous aviez été dans le secteur privé, vous auriez été viré avec perte et fracas. D'ailleurs, il a été viré avec perte et fracas de la banque où il était en Angleterre, par la Banque centrale d'Angleterre. Je me demande toujours pourquoi. Et donc, c'est un manque d'honnêteté intellectuelle. Il n'a même pas le courage de se tenir droit et de dire « je vous demande pardon, je me suis trompé ». Ouais. Oui, effectivement, parce qu'on peut changer d'avis. Moi, je veux bien l'entendre. On part à la retraite et effectivement, on se ferme sa gueule. Alors déjà, soit on l'enferme, soit on fait un énorme mea culpa de j'ai défendu cette idée, j'ai défendu cela, j'ai eu tort. Et maintenant, je vous demande pardon. Et maintenant, il faut. Par exemple, c'est un chaud partisan de l'euthanasie. Il a écrit des livres quand il avait 25 ans, disant qu'il fallait qu'on tue les gens à partir de 65 parce qu'ils servaient plus à rien. Je crois qu'il approche des 80 et il s'est toujours pas suicidé, quoi. Ouais. Non, c'est pour moi, si vous voulez, c'est vraiment l'archétype du faux intellectuel. Oui, je pense aussi. C'est vraiment le faux intellectuel, c'est-à-dire celui qui s'amuse à jouer avec des idées sans se rendre compte qu'il n'y a rien de plus dangereux que des idées. Ouais. Et qui s'amuse à les jeter comme ça en pensant qu'il est brillant. Et d'ailleurs, je pense qu'il doit penser qu'il est très intelligent. Il a publié beaucoup de livres, il paraît qu'il en a écrit certains d'ailleurs. Publié, oui, écrit, je sais pas. Voilà, c'est ce qu'on disait toujours. C'est un de mes amis libanais qui l'avait reçu à déjeuner et qui lui avait demandé, Attali lui avait demandé qu'est-ce que vous en pensez de mon dernier livre. Et le Libanais, qui était un homme très très malin que j'aimais beaucoup, a dit j'ai pas eu le temps de le lire, vous non plus sans doute. Ah oui, parce que peut-être il les écrit pas, mais peut-être il les lit pas non plus. Ça aussi, c'est peut-être une possibilité. J'avais trouvé ça mourir de rire. Attali était vert. Je comprends. Non mais c'est rigolo quoi. C'est pas rigolo parce que c'est tragique. Ouais. C'est tragique parce que ces gens-là vous amènent dans des désastres. Par exemple, ce qui précédait la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu toute une série de gens qui étaient des anti-guerre, des pacifistes, etc. Bon, ils avaient parfaitement le droit d'être pacifistes, mais ça n'empêche qu'après ça ils ont été en grande partie responsables du désastre militaire qui nous est arrivé. Puis après la guerre, ils sont devenus violemment, en général, communistes, quoi. Et ils ont condamné ceux qui avaient collaboré avec les Allemands. Et donc, la responsabilité de l'intellectuel dans ce qui se passe, on a beaucoup de mal à l'établir. Et je trouve que ça devrait être normalement, c'est le boulot de la concurrence entre intellectuels de dire celui-là, c'est un Jean Foutre. Il a peut-être des idées, mais c'est un Jean Foutre. Or, aujourd'hui, cette classe intellectuelle, faussement intellectuelle, a monté un système où les autres intellectuels qui pourraient les critiquer n'ont pas droit à la parole. Donc, Monsieur Attali, ça fait quand même 50 ans qu'il se trompe, ça doit faire 50 ans qu'il a une chronique dans Le Point, que personne ne lit, qui est nulle, mais il est payé pour ça. C'est-à-dire que quand même, moi je serais le directeur du Point, il y a longtemps que j'aurais supprimé les chroniques d'Attali, de Bernard-Henri Lévy et tous ces gars-là, parce que ce sont des idées fausses. Il faut reconnaître à un moment, si on est intellectuel, qu'il y a un danger éminent dans les idées fausses. Ouais. Oui, effectivement, on n'appuie pas assez sur la responsabilité des intellectuels. Et sur le résultat de qu'est-ce qu'ils disaient il y a 10 ans. Sur les résultats de l'application de leurs idées. Et c'est pour ça que, selon moi, Attali, c'est pas vraiment un intellectuel. Pour moi, Attali, c'est un expérimentaliste des idées. C'est-à-dire que parfois, il a des idées qui le traversent. Il se dit, ok, c'est peut-être un peu intéressant. Il l'évoque dans un bouquin. Le problème, c'est que derrière, l'expérimentaliste des idées, on doit pas le prendre autant au sérieux. Regardez, par exemple,
il a été très actif pour la création de l'euro. Ouais. Et il s'est vanté d'avoir créé l'euro de façon que personne ne puisse en sortir. Ouais. Alors, on savait que c'était un système, n'importe qui réfléchissait savait que c'était un système qui pouvait pas marcher. Mais la pénalité, si on sortait, était telle, on était exclu de l'Europe, etc., que du coup, l'euro est devenu, est resté, ce qui est un vrai désastre. Mm-hmm. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, c'est une ligne Maginot. Ouais. Mais voilà, quoi. Donc, normalement, on aurait dû dire, Monsieur Attali, vous avez écrit, publié que l'euro permettrait une croissance plus forte, etc. On est arrivé exactement au résultat inverse. 20 ans après l'euro, le niveau de vie des Français moyens a baissé d'à peu près 10% en termes réels. Vous en êtes directement responsable. Est-ce que vous pourriez la fermer? Est-ce que vous pourriez simplement arrêter de parler? C'est pas difficile de se taire. Ouais, non, je sais. Alors c'est pas du tout difficile de se taire. Et puis effectivement, ce que je regrette, c'est que non seulement Attali est souvent invité dans des émissions, mais en plus de ça, effectivement, il n'est que très très rarement mis en face de certaines de ses contradictions ou de ses erreurs. Bien sûr. C'est quand même dommage. C'est-à-dire que bon, il est passé peut-être. Et si vous le faites, vous n'êtes jamais réinvité. Il est passé peut-être une ou deux fois chez Zemmour à l'époque de Face à l'info. Il me semble que ça avait été assez intéressant. Mais en règle générale, bah là, par exemple, dans ce format de débat assez ouvert sur France 5, sa seule opposition qu'il y avait sur ce plateau, elle était plus à gauche que lui. Je veux dire, donc dans la continuité, même encore plus de toutes les idées en fait qu'il a défendues pendant des années. Finalement, c'était les mêmes, mais encore plus sauvages. Et on vient à la vieille idée de Solzhenitsyn. Il disait bon, mentir, c'est très mal. Il faut pas mentir, mais surtout, il faut pas que le mensonge passe par vous. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de journalistes qui savent que Attali est dangereux, dit des bêtises, etc. Et ils relaient les propos d'Attali. Avec faveur, parce qu'il est puissant et qu'il peut faire leur carrière. Bien, mais ces gars qui relaient la pensée d'un être nuisible sont aussi coupables qu'Attali lui-même. Ouais. Oui, ce sont des modes de transmission. C'est-à-dire que le vecteur de transmission qui transmet de lui-même une idée dont il sait ou il se doute qu'elle est dangereuse est certainement coupable aussi. Oui, effectivement, oui, je suis assez d'accord. Il y a une forme de culpabilité quand on sait pertinemment que les idées de quelqu'un sont extrêmement dangereuses. Enfin, je veux dire, en plus, les journalistes le savent. Ils invitent pas des. En plus, ils regardent les résultats. Ils ont accès à l'historique. Ils peuvent taper Google, voir ce que Attali disait il y a 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans. Dieu sait qu'il en a dit des conneries. Comme dit ma chère fille, non seulement il en a dit, mais il en a écrit beaucoup aussi. Donc ça reste. Et en plus de ça, bon, après le problème, c'est que aussi beaucoup de journalistes ne s'en rendent pas forcément compte parce que. Et ben alors, il faut pas qu'ils soient journalistes. Le problème, c'est que on fait quasiment que ça aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment la même continuité des idées, souvent à gauche, souvent dans cette idéologie proche de l'ENA. Ce que dit Attali, ça a toujours été contre la nation, contre l'État, contre la France, etc. Un petit peu comme BHL. Eh bien, ces gens-là, ils ont tout à fait le droit de penser ça, mais ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Oui, on sait les observer aujourd'hui, on sait... on va bien aujourd'hui... On sait estimer qu'elles sont dangereuses. Donc, il n'a pas le droit de dire aujourd'hui que les frontières sont devenues des passoires. Ouais. Parce qu'il a tout fait pour ça. Ouais. Ou alors il s'excuse et il dit je me suis trompé. Je me suis trompé. J'ai souvent défendu. Franchement, il a souvent défendu l'idée que les frontières devaient être des passoires. Donc je veux dire, c'est tout à fait logique ensuite d'observer que ce sont des passoires. Et, selon lui, les frontières ne devraient pas exister. Et on voit pas les frontières de l'espace. Du coup, elles doivent pas exister à l'échelle humaine. Enfin, je veux dire, tout un tas de raisonnements complètement idiots. Il défend l'homme nomade. Il défend l'homme mondial, l'homme monde. Mais il défend, vous savez, c'est un homme des arbres. Oui, un homme des bateaux. Un homme des bateaux, et tout à fait. Les hommes des arbres, toute sa vie, il a eu le plus profond mépris pour les locaux. Oui, absolument. Pour lui, je pense pas que M. Attali joue au rugby, tiens. Ça, j'imagine pas trop. Il doit même pas savoir comment ça marche. Non, je pense pas. Parce que le rugby, c'est vraiment
Il faut avoir des bons appuis dans la terre. Là. Il faut avoir des bons appuis dans la terre, il faut avoir des mains qui peuvent arracher des ronces. Là, faut pas voler trop facilement. Parce que non, c'est pas un truc d'idée, ça. Ah, c'est sûr. Voilà. Enfin voilà, donc c'était quand même agréable de l'entendre dire ça, mais c'est vrai que non, c'est pas agréable, ça prouve qu'en plus il cherche à prétendre qu'il est pas coupable, alors qu'il l'est. Oui, effectivement. Donc c'est même pas. Si, c'est très grave. Moi, je suis furieux qu'ils disent ça. Bien sûr, c'est grave. Bien sûr, moi, je suis furieux qu'ils disent ça. Ça n'est pas parce que c'est simplement pour essayer de se sauver les fesses. C'est ce que dit m'appelle mon fils, c'est protect my ass. C'est-à-dire il cherche à protéger ses fesses. Bah cela dit, s'il cherche à protéger ses fesses, quelque part c'est bon signe aussi, parce que ça veut dire que aujourd'hui peut-être qu'il sent que mais non, pour être du bon côté de l'histoire. Il n'admet pas qu'il s'est trompé. Oui, certes. Il n'admet pas qu'il s'est trompé. Non mais je parle pas pour lui, je parle pour les autres, pour nous qui défendons l'idée de frontière, l'idée de nation, l'idée de tout ça. Ça veut dire que peut-être que Attali sent que plus tard, pour être sauvé, pour être du bon côté de l'histoire, il faut défendre les nations, les frontières. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Je crois qu'il simplement cherche à pas avoir d'emmerdement. Peut-être, je sais pas. En tout cas, voilà pour Attali qui était pour le moins surprenant. On va parler un petit peu rugby quand même pour défendre l'atmosphère, hein, comme à chaque fois. Ce samedi, on a quand même les deux meilleures nations au classement qui s'affrontent, à savoir l'Irlande et l'Afrique du Sud. Alors déjà, est-ce que vous avez un petit pronostic ? Est-ce que vous avez un préféré, ou en tout cas quelqu'un qui a je peux vous dire un truc que je viens d'apprendre, c'est que vous savez qu'au rugby, il y a des remplaçants, je crois qu'il y en a 7 qu'on fait rentrer en deuxième mi-temps quand les autres sont fatigués, etc. Et d'habitude, comme c'est devant, les avants, vous savez, vous avez 8 mecs devant et 7 mecs derrière, quoi, ça fait 15. On met 4 avant sur le banc de remplacement et 3 ou 2 ou 5 des arrières sur le banc de remplacement, là. Et là, pour le match contre l'Irlande, les Sud-Africains ont mis 6 avants sur le banc de remplacement et simplement un type à l'arrière. Ça veut dire que ça va être un match qui va s'arrêter au demi de mêlée. Vous voyez, ça va être féroce. C'est-à-dire que ça va être une bataille entre avants féroce entre les Irlandais. Et tous ceux qui ont joué au rugby savent que jouer contre les Sud-Africains, c'est jouer contre des types qui cherchent littéralement à vous broyer, à vous blesser, à vous faire reculer, à ce que vous ayez peur. Donc ça va être un match intéressant parce que vous connaissez la vieille blague, c'est qu'il y a une bagarre dans un bar irlandais, vous la connaissez ? Vous l'avez peut-être déjà raconté, il y a une bagarre dans un bar irlandais, alors il y a un type qui rentre dans le bar qui dit, qui tape sur l'épaule d'un gars qui est en train de se taper avec les autres. Il dit, est-ce que c'est une bagarre privée ou est-ce que je peux m'amuser aussi, quoi. Donc, essayer de faire peur aux Irlandais, c'est pas une bonne idée. Non, c'est compliqué, c'est sûr. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, ils vont y aller eux aussi. Donc, je fais pas de pronostic, mais je dis que ça va être un match d'une violence inouïe. Bah en tout cas, ça promet d'être une très très belle affiche. Ah, c'est une belle affiche, mais c'est une magnifique affiche. Ça risque d'être violent, ça risque d'être très physique. Ça va être d'un physique, ça va être quelque chose. Ça, c'est. Et on peut se poser aussi la question de la façon dont ce tableau a été fait, parce que dans le fond, les 4 meilleures équipes du monde sont dans la même moitié, puis après, de l'autre côté, pour des raisons historiques, il n'y a que toutes les brelles. Donc, on sait très bien que les quarts de finale et les demi-finales dans le tableau où est la France, c'est là où il y a toutes les meilleures équipes. Et puis, de l'autre côté, vous avez l'Angleterre, le Pays de Galles, les gens comme ça qui sont pas très bons, les Fidji. Donc, la vraie finale, ce sera la demi-finale du tableau où est la France. Ouais, c'est oui, effectivement, je poussais un coup de gueule tout à l'heure juste avant l'émission par rapport à ça, en disant que c'est quand même mieux fait au foot, parce que lorsque en fait quand vous êtes dans une poule avec une équipe, si vous terminez deuxième et l'autre premier par exemple, vous passez de l'autre côté du tableau, de sorte que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un que vous avez déjà rencontré en poule avant la finale. Et donc ça veut dire que ça arrive quand même régulièrement qu'il y ait 2 grosses équipes dans une même poule. C'est pas fondamentalement très grave, parce que derrière elles ne vont pas se rencontrer en quart de finale ou en demi-finale. Alors que là, effectivement, ce qu'on risque d'avoir, une hypothèse, c'est la France première de son groupe, Nouvelle-Zélande première de notre groupe,
Et de l'autre côté, peut-être admettons Irlande première du groupe et Afrique du Sud ensuite. Ce qui voudrait dire que la France affronte l'Afrique du Sud en quart de finale. Donc déjà, très belle affiche, ça peut être une affiche de finale. Et de l'autre côté, la Nouvelle-Zélande affronterait l'Irlande. Et pareil, si la Nouvelle-Zélande gagne contre l'Irlande, nous on affronterait de nouveau la Nouvelle-Zélande en demi-finale. Enfin bref, on a clairement des plus gros matchs, je pense, en tout cas des plus belles affiches vont être dans en quart et en demi. Et ça, pareil, ça arrive aussi parfois en Ligue des Champions parce que au foot, parce que il y a des pour les quarts de finale et les huitièmes de finale, c'est des tirages au sort. C'est quoi le foot déjà? Non, je devais vous expliquer, mais je vous expliquerai un autre jour parce qu'il y a aussi la règle du hors-jeu, ça va être compliqué. C'est très compliqué là, oui. Alors, le foot, je vois, il y a des types qui courent et qui sont trop payés. Voilà, en fait, globalement, il faut jouer avec les pieds, quoi. Mais bon. Ils sont beaucoup trop payés, ils courent comme des lapins, mais on sait pas pourquoi. Il y a qu'un ballon, enfin, ça n'a aucun intérêt. Il y a qu'un ballon, au rugby aussi. Au rugby aussi, mais personne s'en occupe du ballon. Oui, c'est pas faux. C'est pas toujours l'objet principal. Mais oui, pour le coup, là, je dois dire que c'est mieux fait au foot. Et en plus de ça, il y a autant de matchs alors que c'est une Coupe du Monde à 32 au foot, alors que là c'est une Coupe du Monde à 20. Du coup, il y a plus d'équipes, mais il y a autant de matchs parce qu'il y a 3 matchs de poule, puisqu'il y a 4 équipes par poule, et ensuite il y a un match de huitième de finale. Donc là-dessus, je pense que le rugby devrait s'inspirer du foot pour ce qui est des Coupes du Monde, parce que là on a des phases de poule qui sont hyper longues, et où en plus on a quand même les meilleures affiches. Mais imaginez-vous la France. Bon, alors, elle va devoir se payer, mettons, l'Irlande ou l'Afrique du Sud, puis ensuite l'Afrique du Sud et l'Irlande, puis ensuite la finale. Donc, ça veut dire que si par hasard on est champion du monde, on va avoir en l'espace de 3 semaines, mais 4 matchs épouvantablement difficiles qui vont laisser des traces, quoi. Ouais. Vous pouvez, le foot, bon, ils courent comme des lapins, ils sont pas très costauds, ils se font pas très mal. Mais le rugby, quand vous avez joué à face d'un Fidjien qui court comme un lapin et qui fait 140 kilos, vous savez, faut pas oublier que c'est l'impact, c'est la masse par le carré de la vitesse. Ah donc, oui, c'est énorme. Donc c'est moi, énorme. quand je jouais au rugby, il y avait des mecs qui faisaient 120 kilos, mais ils couraient pas. Ils allaient à pied, si j'ose dire, en marchant d'une mêlée à une autre ou à la touche après. Mais maintenant, les mecs, ils courent comme des lapins. Oui, en plus, oui, c'est ça. Ils courent comme des lapins, ils sont inarrêtables, ces mecs. Ouais. Et puis ils courent vite. Hein. Oui. Ils courent vite. Alors, donc... Moi, je crains le match Irlande-Afrique du Sud. J'y serai pas, mais je vais le regarder à la télévision. Mais cela dit, il va y avoir des civières. Hein. Vaut mieux qu'il y ait un maximum de civières, parce que peut-être avec un peu de chance, ils n'auront pas le temps de s'en remettre pour quand on les rencontrera, que ce soit une équipe ou l'autre. Donc, vaut mieux pour nous qu'il y ait un maximum de civières. Comme ça, après... je me souviens, j'avais été assisté à un match France-Afrique du Sud qui était au Parc des Princes, mais c'était il y a longtemps. Et j'étais au bord de la touche, là, et il y a l'ailier sud-africain qui a fait un démarrage comme ça, mais en s'échauffant, hein. Mais c'était un cheval. Il m'a fait peur. J'étais là. Mais vous imaginez pas le gars, quoi. D'abord, il courait à une vitesse pas croyable, puis ensuite, il était grand, et il levait ses genoux très haut, donc si on essayait de le plaquer aux genoux, on prenait les genoux dans les dents, et c'était pas... Hein. Et je me suis dit, mais comment ils arrêtent ce mec-là, quoi. Bah ouais, on avait pris une branlée, d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est un truc de fou, hein, la préparation physique, les capacités physiques des gars, ils sont capables de faire 110 kilos et de courir à une vitesse complètement folle, ils sont grands, ils sont agiles. Ah bah ouais, c'est particulier aujourd'hui les équipes. Hein. Déjà, c'est les équipes les plus lourdes de l'histoire, et en plus de ça, c'est quand même les équipes les plus rapides. Alors, faut combiner les deux, ça va être compliqué. Non, mais ça va être des matchs très intéressants, mais ça va être le match Afrique du Sud contre Irlande, puis le match que j'aurai ensuite l'Afrique du Sud. Jouer contre l'Afrique du Sud, c'est jamais un cadeau. Parce qu'ils cherchent pas. Vous savez, il y a des gens, par exemple les Français, quand ils essayent de passer avec une balle, ils essayent de faire un changement de pied ou n'importe quoi. En Afrique du Sud, ça se pratique pas, ça. Vous le rentrez dans le lard aussi vite, aussi fort que vous pouvez, dans l'idée qu'il vous arrêtera 3 fois, et la 4e fois, il dira, écoutez, il passe. Vous en avez marre, hein. Oui, c'est vrai. C'est fatigant, hein. C'est vrai, à la longue, quand on imprime comme ça sur un joueur, d'ailleurs, parfois, ça le fait même au foot, hein, quand vous avez un bon coup d'épaule, ça empêche derrière le défenseur de se dire, bon, là, je vais y aller à fond, quoi. Oui, non, mais donc... Mais encore une fois, le rugby, c'est quand même le plus beau des sports collectifs, parce que
c'est là où on voit les gens qui ont du courage. Il y a une expression que j'ai déjà dit ici, mais que je vais redire, c'est que j'ai eu des ennuis avec un homme politique il y a quelque temps en France. Et puis j'ai un joueur de rugby qui m'a dit, mais tu sais petit, il a des épaules de serpent. Avoir des épaules de serpent au rugby, c'est pas un compliment, quoi. C'est-à-dire qu'il a pas d'épaules et qu'il cherche toujours à se faufiler, etc. Donc avoir des épaules de serpent, moi je trouve qu'on devrait choisir les hommes politiques parmi les gars qui ont fait du rugby. Parce qu'on aurait des gars qui savent ce que c'est que de jouer en équipe. Ouais, peut-être que ça peut être un bon mode de sélection. Déjà, on peut en éliminer pas mal d'assez peu vertueux, je pense. C'est vrai que ça imprime le rugby. Quand j'étais dans la City à Londres, quand on cherchait un gars embauché ou n'importe quoi, il y avait des gens qui me disaient d'un gars, il est très rugby. C'est-à-dire que tu peux l'embaucher. Ouais, c'est un bon compliment. C'est un mec d'équipe. C'est un mec d'équipe. Et à Gafcal, donc ma société, je crois qu'on doit avoir 2 ou 3 internationaux de rugby, un gallois. Ah ouais. Qui a eu 27 caps avec le Pays de Galles, qui est notre représentant, qui vend les produits. Et quand je me balade avec lui dans la City, c'est prodigieux parce que il rencontre d'autres joueurs de rugby, le pilier écossais ou n'importe quoi, qui sont aussi dans la City, et ils se donnent des grandes claques dans le dos. Et c'est sympa comme tout. Et quand les gens s'arrêtent dans la rue pour lui parler. Et donc... vous voyez ça dans l'atmosphère du public, tout le monde se marre dans un match de rugby. Et vous êtes assis à côté de Néo-Zélandais ou d'Écossais, ce qui m'est arrivé, et ils sont en train de se cogner du whisky tranquille, et ils vous passent la gourde de whisky pour que vous en buviez un peu, alors que la France vient de marquer un bel essai, quoi. Donc il y a une espèce de gentillesse des gens du rugby que vous trouvez absolument pas dans le public du foot. C'est sûr, c'est pas un sport de vicelard, hein. C'est sûr, faut savoir rentrer dans l'art, faut être. Et puis on va prendre une bière après. Physiquement, on va prendre une bière après. Faut pas se prendre trop au sérieux parce que sinon là il y aurait des morts à chaque match. Il y a pas de vedette non plus. C'est-à-dire il y a des types comme Dupont qui jouent de façon incroyable, mais si vous essayez de toucher à Dupont, si on essaye de le casser, par exemple les troisième lignes sud-africaines et tout, les troisième lignes français vont aller casser les troisième lignes sud-africains pour défendre Dupont. Donc il y a une espèce de solidarité. Et d'ailleurs, il y a aussi quelque chose que, par exemple, on voit pas notamment au foot, mais aussi dans d'autres sports collectifs, c'est que, d'ailleurs, il y a 2 écoles à ce sujet. Par exemple, sur les maillots français, on ne voit pas les noms des joueurs. Non. On ne voit pas les noms des joueurs. Il y a les numéros, mais il n'y a pas les noms des joueurs. Il y a quelques matchs, il y avait eu, je crois que c'était pendant les matchs de préparation où il y avait les noms, et après ils les ont enlevés pour la Coupe du Monde parce que effectivement il y en a qui disent que par exemple pour le public qui connaît pas forcément très bien les joueurs, c'est mieux parce que comme ça on les reconnaît et tout, et il y a une école un peu plus à l'ancienne qui dit oui, mais le rugby c'est un sport collectif, donc on s'en fout de qui est le joueur, c'est l'équipe qui met l'essai, c'est l'équipe qui marque, c'est l'équipe. Ouais. Et je me souviens, récemment, c'était en finale du championnat d'Europe de rugby, où il y a un pilier à La Rochelle qui mesure, je sais pas combien, qui fait 150 kilos, j'en sais quoi, et il a marqué un essai. Un pilier, ça ne marque pas un essai. Il a marqué un essai. Et alors, tout le monde, tous ses coéquipiers sont précipités sur lui, ils l'ont embrassé comme du bon pain et tout. Il était fier d'avoir marqué son essai. Et c'est gentil de voir ces... Puis il y a autre chose qui me fait rigoler au rugby, c'est quand ils chantent la Marseillaise, il y a toujours 1 ou 2 gars de 1m95 et 210 kilos qui se mettent à pleurer, quoi. Ils sont émus, quoi. Donc c'est une vraie école de la vie, le rugby, quoi. Ouais, c'est une vraie école de la vie, c'est une vraie culture, c'est sûr, c'est un vrai sport. Moi, j'ai pas pratiqué déjà parce que je suis quand même un citadin, donc c'est plus rare de faire du rugby, même s'il y en a, bien sûr qu'ils le font. C'est plus un sport de paysan, c'est sûr. Ou de mineurs au Pays de Galles. Et puis aussi, quand j'étais gamin, j'étais un peu moins épais. Du coup, je pense que mes parents avaient peur que je me blesse potentiellement. Il faut jamais demander l'avis à la mère si les enfants vont jouer au rugby. Oui, ça, la mère, oui, c'est sûr. Il y a un présupposé. Le père à la rigueur, mais la mère jamais, parce qu'elle va toujours dire non, ils vont me le casser. Mais justement, ça lui fera du bien. Oui, ça forge un peu. Casse-toi, mon grand. Ouais. Oui, mais c'est sûr, sur le moment, ça fait pas du bien, quoi. Mais après, on regrette pas.
Enfin voilà pour la parenthèse rugby. Donc petit message quand même à la FIA. Hein, peut-être faites votre Coupe du Monde comme au foot. D'ailleurs justement, autre coup de gueule par rapport à la Coupe du Monde de foot, c'est que justement cette méthode-là, à 32 équipes, 8 poules, 4 équipes par poule, va changer la prochaine fois. On aura une Coupe du Monde à 48 et Ça y en a beaucoup trop là. C'est beaucoup trop et on va avoir un système de meilleur troisième. Enfin bref, ça va être insupportable. Moi je trouve que c'était vraiment le tableau tel qu'il a été fait de 1998 à la dernière en 2022, c'était la meilleure. Peut-être d'autres sports peuvent s'en inspirer, notamment le rugby. Ça permet peut-être de faire participer davantage d'équipes tout en ayant le même nombre de matchs. Donc de ce côté-là, on n'a pas trop de problème avec le calendrier. Mais normalement, si on avait fait comme au tennis, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4... vous êtes tête de série numéro 1, 2, 3, 4. Normalement, on aurait dû avoir le 1 et le 3 dans notre poule avec la France. Ouais. Donc, nous, on aurait été, par exemple, avec l'Irlande. Et de l'autre côté, il y aurait dû avoir l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Ouais. Donc, mais on a fait les classements sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Il y a 1 an et demi. Ouais, mais ça évolue très vite. Et ça a évolué très vite. Oui, c'est sûr. Galles, ils étaient très bons il y a 1 an et demi. Maintenant, ils sont plus très bons. Quoi. Oui, l'Angleterre aussi était beaucoup mieux classée et beaucoup moins maintenant. Ouais, effectivement, c'est mal foutu. Et puis encore une fois, il y a ce système de normalement quand c'est bien fait, c'est-à-dire même quand c'est mal foutu, si vous avez le deuxième qui est balancé de l'autre côté du tableau, et ben ça rééquilibre tout de suite le tableau. Si on envoyait la Nouvelle-Zélande avec l'Angleterre, ça donnerait des matchs sympas. Si on envoyait, je sais pas, l'Irlande avec le Pays de Galles ou avec l'Argentine, ce serait sympa aussi. Enfin voilà. Mais c'est pas normal que dans le même Partie groupe, tableau, ouais. il y ait l'Écosse, il y a l'Écosse, il y a l'Afrique du Sud et il y a l'Irlande. C'est-à-dire oui, c'est quand même 3 équipes vachement bonnes. Oui, bah, alors je ne voudrais pas être la 4e ou la 5e dans ce groupe parce que vous passez des moments difficiles pendant. Oui, bah là la Roumanie c'est compliqué. Hein. Pareil, la Namibie ils nous ont pas encore affrontés, mais à mon avis il va y avoir une différence à la fin d'essai qui va être assez peu appétissante. Et pareil, oui, même je pense l'Italie, même dans notre poule pourrait être une équipe qui peut-être dans le tableau d'à côté pourrait arriver en quart de finale. C'est pas impossible. Je pense que c'est une équipe c'est pas une très grosse équipe, mais qui mérite peut-être d'être dans le top 8. Donc oui, effectivement, c'est un peu mal foutu. De l'autre côté, on risque d'avoir l'Angleterre et l'Argentine dans la poule D et peut-être Pays de Galles et Australie dans la poule C. Voilà, bah, c'est sûr. Et peut-être Fidji, peut-être que les Fidji ont une possibilité aussi. Donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Non, je suis d'accord avec vous, ça a été mal fait. Enfin bon, après ça nous permet, c'est sûr, d'avoir des très très gros matchs dès le début, mais du coup là, peut-être que la finale aura un peu déséquilibré, un peu amer par rapport au reste. Ça sera peut-être déséquilibré la finale. Ouais, c'est très possible. Ça a été le cas par exemple. Pour en savoir plus, vous achetez l'équipe. Parce que maintenant il va y avoir quelques pages sur l'équipe. L'équipe Stassement, d'habitude ils font des pages sur le foot et tout. Oui, tandis que là il va peut-être y avoir quelques pages sur le rugby. Mais pour les vrais spécialistes du rugby, le seul journal qui compte, c'est le Midi Olympique. Ah ouais, d'accord. C'est le Midi Olympique, vous le trouvez dans votre kiosque. Il est jaune. Ouais. Et il vous parle du match qui a eu lieu en Fédéral 2 entre Chez-Bousca et je sais pas quoi et Mirande, et vous avez un compte rendu parfait de tout ce qui s'est passé. D'accord, ok, ça m'intéresse. Donc pour ceux qui veulent vraiment se renseigner sur le rugby, Midi Olympique 1 fois par semaine, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. D'accord. Eh bien, on va en rester sur cette petite note un peu critique quand même sur le tableau, mais enthousiaste. Mais pas sur le principe. Pas sur le principe et quand même tout à fait enthousiaste pour cette belle affiche qu'on va avoir entre l'Irlande et l'Afrique du Sud. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour un délit d'opinion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt. Voilà.